Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici ma vidéo. En premier lieu, j'aimerais citer quand même l'Allemagne, la Nationalmannschaft. Je ne sais pas si on dit Nationalmannschaft pour les filles, bon peu importe. Une équipe qui m'a vraiment fait plaisir, qui me fait plaisir en fait depuis les éliminatoires pour le prochain Euro, ça arrive vite d'ailleurs, ça sera l'année prochaine, que j'avais trouvé vraiment formidable sous la férule de Roubesch, Horst Roubesch, l'ancien joueur de la Nationalmannschaft, champion du monde, hein, grosse équipe à l'époque avec Roubesch, qui était un attaquant vraiment prolifique et qui a vraiment transmis ça à, son, à sa sélection, à ses jeunes joueuses. Je dis jeunes joueuses parce que, un peu par la force des choses, l'équipe qui a commencé le tournoi olympique était quand même amputée de pas mal de stars, hein, il faut se rappeler ça. Hein. L'équipe a décroché la breloque en bronze, mais il faut se rappeler qu'au départ, c'était pas gagné. L'Allemagne était amputée donc de Lina Magoul, notamment. Il y avait plus Marozane. Alors je ne sais pas si c'est Marot qui avait décidé de se retirer gentiment de la sélection ou si c'est le sélectionneur qui avait d'autres idées en tête. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus Marozane non plus pour guider un petit peu l'équipe, pour donner le tempo à l'équipe. Donc plus Magoul, enfin Magoul blessé. Dabritz, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, blessée également, qui revenait de blessure mais qui était hors de forme, bien évidemment. Lena Oberdorf, jeune joueuse, prometteuse, pleine de qualité, qui s'est blessée également lors du match avant le début des JO. Rien que ça déjà, c'était quand même costaud. Et pour la médaille de bronze, donc pour le match contre l'Espagne pour la troisième place, il n'y avait pas Alexandra Pope, qui était aussi donc mis sur le côté. Donc ça fait quand même beaucoup, malgré tout. Donc Rubèche, parce que je pense que lui, il apprécie ça, quoi, d'avoir de très jeunes joueuses sous la main, euh, voilà, à qui il peut infuser cet esprit quand même d'attaquer, de se projeter vers l'avant. Et c'est vrai que ça s'est fait souvent de façon un peu caricaturale durant ces Jeux Olympiques, avec des fois des défenses qui étaient livrées à elles-mêmes. Des défenses qui ont vraiment plus que souffert face à certaines équipes. Voilà, donc l'Allemagne, super équipe offensive. Euh, donc ils gagnent la médaille de bronze et c'est une équipe qu'on doit surveiller comme le lait sur le feu, qui va faire parler d'elle, j'en suis persuadé, pour le prochain événement majeur, donc l'Euro 2025. Après, il faut quand même parler ici des équipes sud-américaines. Il y en avait deux, mais comme elles ont bien représenté leur continent. Vamos, vamos Colombia, vamos Brésil. Vraiment, elles ont fait ces deux équipes. Alors, de, pas de façon différente parce qu'elles ont joué. Alors, surtout le Brésil à partir des quarts ont joué de manière un peu similaire, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, mais aussi avec de la technique, des joueuses, moi enfin que je l'ai dit au travers de beaucoup de vidéos, parce que j'ai fait pas mal de débriefs, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne, où je revenais quand même sur certaines joueuses que je ne connaissais pas du tout, qui étaient passées sous mon radar, que j'ai découvert et redécouvert. Et c'est pour ça que j'aime ce type d'événement, parce que forcément sur cette scène olympique, en mondovision, forcément vous allez voir des joueuses, euh, découvrir des joueuses que vous ne connaissiez pas du tout et qui sont quand même formidables. Et la Colombie, notamment, en était pourvue. Alors je parlerai plus tard des joueuses, bien évidemment, qui m'ont marqué.
Mais quand je parle de la Colombie, pour moi, c'était... alors, cette équipe de Colombie avait vraiment beaucoup de forces vives sur toutes les parcelles du terrain. Et ces forces vives, ces électrons-là, tournaient autour de deux machines qui étaient Ramirez et Caicedo, qui étaient vraiment les deux piliers, les deux phares de cette équipe. Mais vraiment, Marsiglia, donc le sélectionneur, a pu quand même, grâce à ces matchs des JO, nous faire découvrir quand même pas mal d'autres joueuses colombiennes. Les Cafeteras m'ont vraiment beaucoup plu. Moi, je leur mets un plus, plus, plus. Je suis pas une agence de notation, mais je leur mets A++++. Voilà. Brésil aussi, parce que Arthur Elias, à partir des quarts, alors le Brésil, franchement, en match de poule, c'était horrible. C'était vraiment horrible à voir. Je sais pas si Marta, parce que Marta, sur le match contre l'Espagne, a pris un carton rouge, et du coup derrière, peut-être qu'Elias s'est dit, je vais pouvoir jouer de la façon dont j'ai envie de jouer, avec des filles que je connais très bien, des filles qui, pour la plupart, jouaient au Corinthians, donc le club qui a entraîné Arthur Elias, le sélectionneur brésilien, et il s'est dit, voilà, j'ai plus Marta dans les pattes, et je vais pouvoir jouer de la façon dont j'ai envie de jouer. J'ai vu que la Colombie, ce qu'elle avait mis en place contre la France notamment, ça avait super bien fonctionné, et je pense que je vais mettre ça en place avec mes filles. Et à partir des quarts, c'est vrai qu'on avait une équipe du Brésil qui ressemblait beaucoup à celle de la Colombie, avec beaucoup d'engagement contre la France. Voilà, elles nous ont marché dessus. Contre l'Espagne, l'Espagne s'est fait rosser comme jamais. Et c'est vrai qu'après, bon, il y avait l'équipe des USA, où là c'était peut-être un peu too much pour décrocher l'or. Mais il n'empêche, le Brésil fait quand même partie de ces équipes qui ont su tirer donc les marrons du feu, si je puis dire, en compagnie donc de la Colombie, et qui ont fait beaucoup pour le foot sud-américain, pour ce continent, parce qu'il y a d'autres équipes comme le Chili par exemple, le Costa Rica aussi, des équipes qui sont vraiment intéressantes et que j'espère qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer quand même aux équipes qui malheureusement ont dysfonctionné, n'ont pas vraiment brillé durant, durant ces Jeux Olympiques. Bon, je vais commencer quand même par l'Espagne. L'Espagne, plus que mi-figue, mi-raisin, euh, autant c'est vrai que les matchs de poule ont été joués avec une certaine maîtrise, avec un certain brio. Moi je l'avais dit dans certaines vidéos, l'Espagne avait joué à sa main, on sentait vraiment un contrôle, une maîtrise, encore une fois, j'insiste sur ce mot, mais quand on parle de l'équipe espagnole, c'est un collectif très fort, avec des individualités très techniques, donc qui mettent ça au service bien sûr du collectif, et qui font que la possession de balle est toujours outrancière avec l'Espagne, et une maîtrise totale des matchs. Et même quand ça tangue un peu, voilà, elles arrivent à trouver des solutions qui leur permettent vraiment de gagner des matchs. Elles étaient championnes du monde en titre, il faut le rappeler. Euh, donc c'était quand même leur première participation à ces Jeux Olympiques, donc ça restait quand même une découverte. On a senti quand même qu'à partir des quarts, il y avait quand même une certaine pression liée à leur nouveau statut et liée au fait que le peuple espagnol espérait que la sélection décroche quand même un métal, l'or, pourquoi pas. Moi j'avais vraiment pensé très fortement que l'Espagne gagnerait l'or olympique. Après vous me direz, oui, le foot c'est pas aussi simple, l'Espagne était ultra favori, mais c'est pas pour autant que c'est synonyme de or olympique pour cette équipe espagnole. Et c'est vrai que ça m'a ramené à une certaine humilité parce que j'étais vraiment persuadé que l'Espagne gagnerait. Vraiment. Surtout avec les matchs de poule où l'Espagne était quand même dans un groupe difficile
avec le Brésil, avec le Japon, euh, avec le Nigeria, donc, qui est l'équipe africaine la plus puissante, la plus forte. Donc j'ai vu que l'Espagne quand même avait fini première de leur groupe, encore une fois avec une certaine maestria. Donc pour moi, c'était l'autoroute vers l'euro olympique. Il faut toujours s'en remettre à la glorieuse incertitude du sport et a fortiori du football. Et ça, je m'en rappellerai pour mes prochains paris. Ensuite, le Japon. La Nadeshiko Japan, franchement, qui m'a déçu. Ah là là. J'aime beaucoup, j'aimais en tout cas beaucoup le jeu du Japon, un jeu barcelonais, hein, elle s'en cachait pas. Euh, D'ailleurs, ils avaient fait plusieurs stages au Camp Nou ou au centre d'entraînement du Barça il y a quelques années en arrière. J'allais dire à la grande époque, mais c'est vrai que là on est descendu de quelques étages. Pourtant, il y a des joueuses très intéressantes dans cette équipe, hein. Hasegawa, bon, je parle pas de Saki, mais Saki malheureusement joue derrière. Euh, voilà, Tanaka aussi devant, Ueki. Enfin, franchement, il y a des joueuses intéressantes. Mais il y a aussi des joueuses frustrantes qui ne correspondent pas au canon du jeu que doit proposer le Japon. Je pense à Koga notamment, qui est une joueuse fruste techniquement. Et bon, Futoshi Ikeda lui a fait énormément confiance sur ses JO, mais peut-être qu'il n'avait pas le choix non plus, hein. Mais c'est vrai que cette équipe du Japon est loin des standards historiques des sélections qui sont passées avant elle et qui ont gagné, hein, notamment la Coupe du Monde 2011. Alors ça date un peu, mais il y a aussi eu le tournoi olympique l'année d'après à Londres. Euh, la Coupe du Monde 2015 également, hein, elles sont allées en finale. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ça ne fait que décroître et baisser en qualité. Cet art de la passe est passé à la trappe. On a maintenant un Japon qui est terne et désordonné. C'est quand même le comble pour le pays du soleil levant qui a inventé quand même la méthode du danshari, la méthode pour, euh, pour s'organiser, en tout cas. Donc c'est vrai que c'est quand même bizarre. On a peut-être un problème de qualité générationnelle, je n'en sais rien. On verra sur les prochaines Coupes du Monde, prochains JO. On verra aussi, on regardera ça d'un œil attentif, ce qui se passe sur les Coupes d'Asie, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui m'a vraiment énormément déçu. À suivre. Maintenant, bien évidemment, on va quand même parler de la France. Incontournable, quand il s'agit de choisir des équipes qui n'ont pas brillé, et en plus, la France jouait à domicile. C'était l'année où elle ne devait pas se louper. Bon, on avait quand même été échaudé par ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2019, en France, où là non plus, on n'avait pas rempli les objectifs. On s'était vautré en quart contre les USA. Mais moi, je l'avais senti, je ne suis pas le seul, hein, bien évidemment. Mais comment voulez-vous faire autrement quand vous avez une équipe malade et qui ne se soigne pas et qui pense, qui continue de penser en mettant toujours les mêmes ingrédients, c'est là où on bascule quand même dans la folie, qu'elle va changer les choses, qu'elle doit changer le résultat annoncé. Cette équipe doit d'abord se soigner. On sait qu'elle est fébrile mentalement. On sait que les joueuses, de manière individuelle, n'ont pas confiance en elles. Ça c'est sûr, à l'image d'une Sandy Toletti euh, qui, qui m'a fait froid dans le dos, franchement, parce que c'était une joueuse sur qui je comptais. Vu son poste, le poste de numéro 6, qui est un poste ultra stratégique, en plus au sein d'un schéma tactique comme le 4-3-3. Et là, elle a été fantomatique, il faut le dire, durant ces JO. Voilà, donc la France a quand même, dans son arsenal, je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce qu'il faut pour gagner un trophée majeur, quel qu'il soit,
de manière en plus brillante, je le pense en plus. Elle peut joindre. Mais on s'en fiche si elle gagne de façon, comme dirait Brad Gilbert, l'entraîneur de tennis, winning ugly, on prend aussi, bien évidemment. Mais je pense que la France, dans son ADN, a, a besoin de jouer de façon chatoyante et offensive, comme la plupart de ses prédécesseurs, j'allais dire, des équipes précédentes, des équipes de Marinette Pichon à Louisa Nessib, en passant par, euh, par Gaëtan Tinet, bien évidemment. Donc, on a des joueuses créatives, on a des joueuses techniques, on a des joueuses physiques, on a des joueuses qui donnent de la vitesse au jeu. Je me souviens de ce qu'avait dit Saki Kumagai quand elle est arrivée à Lyon, qu'elle avait vu des joueuses internationales françaises au sein de cette équipe lyonnaise. Elle avait été estomaquée par la puissance, par la vitesse et par la technique des joueuses. Et elle savait, en signant à Lyon, qu'elle allait encore progresser. Une joueuse comme Saki Kumagai, qui a fait, par exemple, de la passe une arme ultime et qui se dévouait corps et âme à cet art de la passe. Donc je reviens sur l'équipe de France qui, au vu de ce qu'elle possède dans son arsenal, n'avait pas le droit de flancher, mais il lui manque la confiance. Il lui manque un mental d'acier. Comment on peut faire pour ça? On ne peut pas s'acheter un mental dans une boutique. On ne peut pas s'acheter un mental d'acier comme ça dans un rayon au supermarché. Ça n'existe pas. Il faut mettre en place, je ne sais pas moi, un protocole médical, psychologique, qui permette à cette équipe de se remettre d'aplomb et que quand il y a de la fébrilité chez certaines joueuses, qu'elle puisse s'appuyer sur un collectif très fort qui sait lui où il veut aller et comment il va faire pour réaliser son objectif. Ça doit être très clair chez les filles. Ça doit être très clair pour l'équipe de France. Donc voilà, l'équipe de France a dit au revoir à cette compétition en sortant vraiment par la toute petite porte face au Brésil, qui était une équipe en plus qui nous réussissait en général plutôt bien. Et ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Je pourrais en parler pendant des heures, encore une fois, parce que ça me reste là et c'est tellement, tellement frustrant de voir des joueuses aussi talentueuses, parce que je pense à des filles comme Wendy Renard, comme Henri, comme Le Sommer. Est-ce qu'elles vont achever leur carrière comme d'autres derrière, comme Camille Abili, comme Nessib, comme Pastor, excusez-moi, comme Elodie Thomis, des joueuses avec zéro palmarès, zéro, rien dans l'armoire à trophées pour voilà, ressasser des bons souvenirs quand elles auront pris leur retraite, parce que là, on parle de joueuses qui ont 34 ans en moyenne. Là. Donc, ouais, très déçu. Voilà. Je vais pas parler de l'Australie, parce que j'ai prévu d'en parler, mais c'est vrai que l'Australie, pour moi, est à son niveau. L'équipe d'Australie n'a jamais gagné quoi que ce soit dans son histoire. C'est une équipe qui a eu de superbes joueuses, qui a encore des superbes joueuses, mais c'est vrai que là, en plus, vous enlevez Sam Kerr de l'équation, et c'est vrai que l'Australie a passé ces JO de façon presque anonyme. Alors, il y a eu le match contre la Zambie avec le festival de buts qui fait que l'Australie est dans le livre des records parce qu'elle a participé à un match où il y a quand même eu 11 buts. Donc je pense que c'est le match le plus... Oui, je sais même que c'est le match le plus prolifique de l'histoire du tournoi olympique. Donc ça, c'est bien pour elle. Mais en dehors de ça, on ne peut rien retenir, quoi. L'Australie, de toute façon, même en termes de jeu, voilà. On va passer quand même aux joueuses, parce que là, il y a quand même des choses à dire. Alors, une petite parenthèse quand même sur les équipes africaines. Non, voilà, parce que elle mérite que je parle d'elle. Même si le Nigeria était très 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 décevante. Alors, la poule était quand même costaud. Le Japon, l'Espagne, le Brésil. Donc il faut quand même se farcir ces trois équipes.
Mais il n'empêche, bon, ils ont quand même eu déjà des poules très costaudes sur des tournois précédents, notamment la Coupe du Monde 2023. Euh, Là, le Nigeria, franchement, il n'y a vraiment rien à retenir de cette équipe nigériane. A contrario, la Zambie, elle, dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, sulfureux, en plus, avec le sélectionneur, donc Bruce Mouap, ou Mouapé, euh, donc qui est accusé, hein, je le rappelle quand même, d'agression sexuelle, d'harcèlement, d'agression sexuelle. Quoi qu'il en soit, c'est pas évident quand même pour les joueuses dans ce contexte-là. Malgré tout, ben, je trouve que la Zambie, pour sa deuxième participation, a quand même été, voilà, a fait un tournoi. Alors, je- on savait pertinemment qu'elles auraient du mal, surtout aussi dans leur poule, qui était quand même aussi costaud, avec l'Allemagne et les États-Unis. Ça aurait été très très dur de sortir de cette poule, puis d'Australie, bien évidemment. C'était pratiquement mission impossible. Mais il n'empêche, la sélection a brillé au travers du match contre l'Australie, avec ses 11 buts, le triplé donc, de Barbara Banda, qui en est à 10 buts quand même sur la scène olympique. Donc il y a, je crois, 3 buts ou 4 buts du record de Martha. Donc à voir sur le prochain tournoi olympique. Voilà, une équipe zambienne qui m'a fait plaisir, tout de même. Après, on va passer donc aux joueuses. Donc les joueuses, moi je vais revenir sur l'Allemagne parce que c'est une équipe qui m'a beaucoup plu. Je vais retenir quand même alors, Jules Brand, voilà, une joueuse, la joueuse de Wolfsburg, qui a 20 ans, je crois à peine, et qui est très prometteuse. Euh, donc je vais la suivre aussi sur la Ligue des Champions. Donc, comment ne pas parler d'Anne-Catherine Berger aussi, qui est, je pense, pour moi la gardienne du tournoi. Ouais, la gardienne du tournoi. Et puis, je vais mettre Horst Rubesch, qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir, avec, avec cette volonté offensive instillée à ses joueuses. La Colombie, là, qui a énormément de joueuses qui m'ont vraiment plu. Donc les deux piliers, je ne reviens pas dessus, hein, Caicedo et Ramirez, l'attaquante de Chelsea, donc Ramirez, et puis Caicedo, la joueuse du Real de Madrid. Puis autour, vraiment, des joueuses qui m'ont vraiment énormément plu. Restrepo, qui joue, je crois, en Espagne. Lacey Santos, qui joue au Washington Spirit, notamment. Vanegas, Tapia, la gardienne aussi. Yoreline, derrière. Pavi, franchement, une joueuse qui joue en Colombie en plus, mais qui a été vraiment formidable. Elle, moi, si j'étais en France, si j'étais entraîneur, voilà, d'un club de foot féminin en France, j'irais voir s'il est possible de la rapatrier en France, parce que c'est vraiment une joueuse très intéressante. Toute petite, je crois qu'elle fait 1m55, un peu moins, mais qui a vraiment de l'énergie à revendre. Cette équipe du Brésil aussi, j'en avais parlé, donc Arthur Elias, qui a vraiment, je pense, à partir du moment où Martha disparaissait de l'échiquier, a pu mettre en place ce qu'il voulait faire donc avec ses filles. Et au travers de ce jeu proposé à partir des quarts, il y a des filles qui ont quand même brillé, comme Danilo, la joueuse devant, qui a marqué le but assassin contre la France, notamment, qui a marqué aussi contre l'Espagne. Et puis Tarsiane derrière, monstrueuse, une grande gigue, mais monstrueuse, qui a fait vraiment beaucoup de bien à la défense brésilienne. Après, qui on peut ressortir rapidement, bah, Katoto, qui finit meilleure quand même buteuse du tournoi. Katoto, voilà, qui a pu marquer quand l'équipe de France était sur la vague ascendante, hein, qui était en haut de la vague.
Et puis quand elles étaient dans le creux, bah, Katoto suivait un peu le mouvement. Après, on peut parler aussi des gardiennes. Tapia, donc j'en avais parlé, de la Colombie. Lorena aussi, du Brésil. Même si j'ai trouvé que par moments, il y avait beaucoup de chiquets, beaucoup de... Enfin, c'est une vraie comédienne, quoi. Donc, laissez ça aux garçons, franchement. Laissez ça aux garçons, les filles. Sincèrement. Vous n'avez pas besoin de verser là-dedans parce que ça va pas... Ça va rien apporter. Parce que le foot féminin, il faut vraiment que vous vous mettiez dans l'esprit, est beaucoup plus impopulaire que le foot masculin. Ou plutôt, le foot masculin est beaucoup plus populaire que le foot féminin. Donc, mais c'est pas quelque chose qui fait pour la gloire du football. Ce qui se passe chez les gars, avec tout ce cinéma, tout ce cinoche, c'est pas bon pour le foot. Alors ne prenez pas ça, surtout pas ça, des mecs. Ça, c'est parce qu'il y a encore quelques années, c'était pas comme ça. Maintenant, je vois ça de plus en plus sur le foot féminin et ça me fait peur. Dans une autre vidéo, je parlerai quand même du jeu proposé dans ces JO, qui mérite quand même une vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour tout ce qui est parti chiqué, sinoche, vraiment, laissez ça aux gars. Je voudrais parler quand même de joueuses symboliques, comme Martha. Martha, voilà, je crois que c'était sa 30e, 30 son 30e match olympique. C'est quand même. Je crois qu'elle est à 2 ou 3 matchs du record tenu par une autre brésilienne, Formiga, l'ancienne joueuse du PSG. Donc voilà, un monument, c'est vrai, du football mondial. Une joueuse de grande classe qui a gagné énormément de prix, énormément de trophées, donc énormément de prix individuels, mais également énormément de trophées collectifs. Une joueuse très technique. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir, puisque elle finit sur une médaille d'argent pour ces Jeux Olympiques? Est-ce qu'elle va rempiler pour une Coupe du Monde? Est-ce qu'il ne serait pas temps, parce que quand on regarde quand même sa prestation sur ce tournoi, on est quand même loin, loin, loin de la Martha à son prime. Donc il ne faudrait pas quand même qu'elle nous fasse voilà, une Messi, quoi, quelque part. Ce serait quand même dommage. Là, elle finit sur, une médaille d'argent sur ce tournoi olympique. Je pense que c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions, voir ce qu'on a apporté. Alors j'imagine qu'elle apporte aussi dans les coulisses, dans les vestiaires. Je crois qu'Arthur Elias a rendu hommage aussi à tout ce qu'elle a pu apporter à cette jeune équipe du Brésil, inexpérimentée pour la plupart des joueuses lors de ce tournoi. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient, ou à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. Mais quand même, voilà, et ça fera aussi l'objet du coup d'une autre vidéo, parce que je vais parler des vaches sacrées du foot, mais aussi d'une manière générale, du sport, voire même au-delà. C'est quand même difficile pour ces vaches sacrées, quand on arrive en fin de carrière, de savoir quand partir, quand quitter la scène. Il y a encore toujours cette adrénaline, c'est sûr, dont on ne peut se passer comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile, et du coup c'est difficile pour les entraîneurs, pour les sélectionneurs, pour les joueuses à côté, de vivre parfois avec ces vaches sacrées. Donc ça méritera aussi une vidéo. Comptez sur moi, comptez sur la chaîne Fatmir Football pour vous en parler. Et puis j'allais oublier quand même, et puis Saki Kumagai, Kuma-chan, arigato gozaimasu pour vraiment tout ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu vas continuer après les JO. Je sais que je pourrais te voir avec la S-ROM, bien évidemment, mais qu'en sera-t-il de la Nadeshiko? Est-ce que tu vas continuer jusqu'à la prochaine Coupe d'Asie, notamment? Est-ce que tu te poses la question? Saki Komagai, qui a été un vrai rock, hein, elle, contrairement à Martha, a assuré. Et pourtant, je trouve qu'elle ferait tellement plus au milieu de terrain, mais Futoshi Ikeda, le sélectionneur,
et ça fait quand même un long moment, je crois que depuis la prise de son mandat, en tout cas, qu'il a mis Saki derrière. Et c'est vrai que c'est un vrai rock, c'est le rock sur lequel les joueuses nippones peuvent s'appuyer, euh, et je la trouve formidable, sincèrement. Saki, j'espère que tu vas rester encore un peu, qu'on puisse profiter de ton football. C'est mon souhait le plus cher. Voilà, je vais finir sur les joueuses. Et puis on va passer donc sur le tournoi en chiffres, le tournoi féminin donc en chiffres. C'est des choses que j'ai piquées donc sur le site de la FIFA, hein. Vous pouvez aller voir ça également. Je vais commencer par Jennifer Echigini, donc la future joueuse du PSG, qui a marqué le 500e but lors de la défaite contre le Japon 3-1, le 500e but des JO au niveau foot féminin. 75 buts ont été inscrits lors de ce tournoi, ce qui donne à peu près 2,88 buts par match. On pourrait croire, là, on va se dire, oh, c'est super, ça a été un festival offensif, ce tournoi olympique. Détrompez-vous. Il ne faut pas toujours prendre les chiffres comme ils sont. Il faut pouvoir les disséquer parce que quand on enlève, par exemple, le match Australie-Zambie, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans la vidéo, il y avait 11 buts. Vous enlevez ces 11 buts et on tombe largement en dessous des 2 buts par match. Hein. Pas largement, je sais pas, mais on tourne autour des 2 buts par match, pas plus. Donc il faut tenir compte de ça. J'ai trouvé que les attaques, d'une manière générale, avaient été très très peu prolifiques. Je reviendrai encore une fois sur le jeu plus précisément. Voilà, mais les attaques n'ont pas été vraiment au niveau sur ce tournoi olympique. J'avais dit que Martha donc, a disputé son 30e match olympique, donc elle est à 3 matchs du record de Formiga. Est-ce que ça va lui donner envie d'aller au JO de Los Angeles en 2028? J'espère que non, je croise les doigts. J'aime beaucoup Martha, mais quand même, à un moment donné, il faut savoir se retirer et quitter la scène avec classe. 7e médaille pour les États-Unis. C'est vrai que j'ai pas mis les États-Unis à propos, j'y reviendrai sur ma vidéo donc, concernant le jeu proposé durant ces JO. Bien sûr, cette vidéo se fera à travers du prisme de la finale et au travers le parcours aussi des États-Unis, hein, bien évidemment, puisque c'est les États-Unis qui ont gagné la médaille d'or sur ces JO, donc une belle revanche par rapport à la Coupe du Monde, où ils étaient sortis prématurément en 8e de finale, quand même. La 5e nation mondiale, 5e nation classement FIFA, je pense que là ils vont remonter sur les 3 premières places, c'est sûr. Alors après, je ne sais pas combien de points il y avait, mais je pense qu'ils seront dans les 3 meilleures nations. Quoi qu'il en soit, donc 7e breloque dans l'histoire des États-Unis sur ces tournois olympiques. 5 en or. Donc ils ont du goût, ils savent choisir le bon métal. Une en argent, une en bronze, effectivement. Il n'y a qu'en 2016, donc au Brésil, à Rio, où là le métal leur a échappé, puisqu'ils étaient sortis en quart de finale face à la Suède. Et dernière info, dernier chiffre, aucune équipe n'a gagné de breloque lors de sa première participation à des Jeux Olympiques. L'Espagne ne fait pas exception à la règle, c'était ses premiers JO. Elle n'est pas passée loin, effectivement, mais voilà, donc ce record tient toujours. 0 équipe n'a gagné à sa première participation une breloque, donc or, argent ou bronze. Voilà, je vais vous remercier. Merci vraiment beaucoup pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont abonnés. Pour les autres qui passaient par là, qui regardaient par curiosité, parce que vous aimez le foot féminin, ou même parce que vous n'aimez pas le foot féminin, mais voilà, vous voulez savoir quand même un peu plus ce qui se passe dans ce monde du foot féminin, je vous en prie, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez aucune information
rien de l'actualité donc du foot féminin, commentez, likez, dislikez, faites les empereurs romains, tac, ou comme ça c'est bien. Partagez autour de vous, ça sera un tout petit geste à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin, soyez-en sûrs. A très bientôt les amis, vavavoum!